Il y a de cela déjà 6 ans, nous étions dans le même cadre des Journées du livre russe avec Ludmila Ulitskaya que je présentais alors comme l'une des 100 femmes les plus influentes de Russie, puisque une liste venait d'être publiée. J'ai cherché par curiosité la liste des 100 femmes les plus influentes de Russie aujourd'hui en 2018 et je n'ai trouvé que la liste des 100 femmes les plus riches de Russie. Mais Ludmila n'y était pas. Je vais donc tout simplement la présenter comme Ludmila Ulitskaya, virgule, écrivain. Écrivain ou écrivaine? La poète russe Anna Akhmatova détestait le mot poétesse. Est-ce que Ludmila Ulitskaya déteste le mot écrivaine? Я очень дружу с языком. Если язык предлагает эти две формы, значит, язык, он нас умнее гораздо. Moi j'aime beaucoup la langue. Si la langue propose deux termes, je vais être d'accord avec elle. Если бы женщины начали писать тогда же, когда начали мужчины писать, то есть приблизительно 4500 лет тому назад, то, наверное, слово было бы одно. Но женщины начали писать гораздо позже. Si les femmes avaient commencé à écrire en même temps que les hommes, c'est-à-dire il y a plusieurs milliers d'années, à ce moment-là, il y aurait eu un seul terme pour désigner les auteurs. Mais les femmes ont commencé à écrire beaucoup plus tard. Это довольно естественно, особенно для нашей страны, поскольку женщины с высшим образованием появились, в общем, в конце 19-го, начале 20 века. C'est assez naturel pour notre société parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait pratiquement pas de femmes qui avaient fait des études supérieures. Я совершенно уверена в том, что плохих писателей мужчин гораздо больше, просто по той причине, что они гораздо больше написали, чем женщины, за истекшие 4000 лет. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup plus de mauvais écrivains hommes que de mauvaises écrivaines, parce que simplement, en des milliers d'années, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont écrit que de femmes. Mais nous les rattraperons. Les Journées du livre russe 2018 ont dans leur thématique une coloration féminine. Ludmila, êtes-vous féministe? Je vous entendais dire, en donnant une interview récente, je vous cite, « La meilleure moitié de l'humanité, c'est la femme ». Я полагаю, что в раннем феминизме была чрезвычайно важная тема борьбы с мужчинами. Je pense que le début du féminisme a été un mode de lutte très important et contre les hommes très utile. В современном мире гораздо более важна тема сотрудничества и партнерства. Mais je pense que dans le monde contemporain, le sujet de la coopération, du partenariat est beaucoup plus important. И надо сказать, что феминизм ранний, так как он начинался, очень сильно отличается от современного феминизма. Современный гораздо мягче. Je pense que le féminisme des débuts est très différent du féminisme actuel, qui est beaucoup plus doux. И кроме того, Россия – это не та страна, где вообще следует говорить о феминизме. Феминизм – это проблема, в общем, достаточно развитых стран и развитых цивилизаций. Je crois que la Russie n'est pas le pays à propos duquel on peut parler de féminisme, parce que c'est un problème qui concerne plus les sociétés vraiment développées, évoluées. В то время, когда западные женщины, за то, чтобы их принимали на работу, чтобы они могли жить такой же жизнью, как женщины, как мужчины,
женщины в России мечтали только о том, чтобы немножко полегче было жить, чтобы они могли не ходить на работу, чтобы они могли не зарабатывать деньги. Ну, этот груз жизни русских женщин, он был необычайно велик. Et donc au moment où les femmes occidentales luttaient pour pouvoir travailler, pour pouvoir être indépendantes, les femmes russes ne rêvaient que d'une chose, c'est de travailler un petit peu moins, d'avoir une vie un petit peu moins dure. Donc la situation est vraiment différente. Кроме того, я должна признаться, что в России всегда было очень много гораздо более болезненных социальных проблем, чем проблема прав женщин. Это была проблема жестокой бедности, социального неустройства, сирот, тяжелого положения жилищного, материального. Ну, то есть социум был такой, что женщины, как существа благородные, предпочитали бороться за права тех, кому еще хуже, чем им. En fait, en Russie, il y avait beaucoup d'autres problèmes sociaux plus sérieux, plus terribles, comme la pauvreté extrême, le sort des orphelins. Et les femmes se disaient qu'il fallait lutter éventuellement avec les hommes pour ces problèmes, pour ceux qui étaient encore dans une situation pire que la leur. Поэтому я вам предлагаю самим решить, кто я такая, феминистка или не феминистка. Потому что я глубоко убеждена в том, что в России женщины значительно лучше по всем показателям, чем мужчины. Alors je vous laisse choisir si je suis féministe ou non, mais je suis persuadée qu'en Russie, pour beaucoup d'éléments, les femmes sont supérieures aux hommes. Но при этом движение феминизма никогда меня не увлекало. Не увлекало меня. Mais je veux dire que le mouvement du féminisme ne m'a jamais passionnée. Donc je vous résume, les femmes sont meilleures que les hommes, mais je ne suis pas féministe. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de commenter une déclaration, qui est une déclaration politique et qui m'a beaucoup intrigué. Nous sommes le 4 septembre 1991. Donc à quelques jours du 19 août, pardonnez-moi, 1991, à quelques jours du putsch. Et au sens où le putsch a eu lieu il y a de cela une dizaine de jours. Une députée qu'aujourd'hui tout le monde a oublié monte à la tribune du Soviet suprême de l'Union soviétique, on est encore en Union soviétique, et elle s'appelle Marina Rakhmanova, et elle fait cette déclaration: la nature nous a fait différents. Pourtant, dans la vie publique, seul compte le modèle masculin. Les hommes décident de tout. Ce sont eux qui font la politique, les slogans, les coups d'État. Ce sont eux qui ont jeté les chars dans les rues de Moscou. Donc, en traduction, le putsch, c'est les hommes. Le coup d'État, donc le putsch, dit-elle, s'explique par l'immoralité du genre masculin. Elle a raison, Marina? Знаете, дело в том, что я по своему первому образованию генетик. И поэтому разницу между мужчиной и женщиной я, в общем, представляю себе немножко даже более детально, чем большая часть публики. Je dois dire que je suis, avant d'être écrivain, je suis généticienne, et que donc, pour ce qui est de la différence de nature entre hommes et femmes, j'en ai une vision peut-être plus précise qu'une grande partie du public. И должна вам сказать, что есть одно обстоятельство, которое чрезвычайно важно, о котором забывают. У нас разные гормональные системы, у мужчин и у женщин. Et il y a une circonstance qu'on a tendance à oublier, c'est que les hommes et les femmes ont des systèmes hormonaux différents. С этим никак нельзя не считаться. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Это биология, которая заставляет мужчину быть более агрессивным. Donc c'est la biologie qui exige de l'homme qu'il soit plus agressif. Для того, чтобы выбрать себе самую лучшую, самую надежную для воспроизведения потомства самку.
Parce que, par exemple, pour trouver la partenaire femelle qui sera la plus correcte, qui correspondra le mieux à ce dont il veut pour la reproduction. В большинстве высших видов мужская особь ответственна за пространство. Она организует пространство. Dans la plupart des espèces, c'est le mâle qui organise l'espace. Чтобы враг не пришел и не разорил гнездо. Pour qu'un ennemi n'arrive pas pour détruire le nid. Гормональная структура женщины такова, что женщина отвечает за рождение и воспитание потомства. Она нуждается сама в защите, особенно в тот момент, когда она кормит, растит ребеночка. Donc la situation hormonale de la femme fait qu'elle doit mettre au monde des enfants et ensuite les élever et faire en sorte que le milieu où elle les élève puisse fonctionner. В традиционном обществе это достаточно было устойчиво, эта формула, и она ни у кого не вызывала протеста. Dans les sociétés traditionnelles, cette situation était connue, habituelle et ne soulevait pas de protestation. Я не хочу сказать, что мы живем при конце света, но мы живем в мире, где кардинальные, колоссальные изменения произошли в образе жизни, в нашей психологии, во всех абсолютно аспектах жизни все изменилось за последние 50 лет. Je ne veux pas dire que nous sommes près de la fin du monde, mais au cours des 50 dernières années, la situation a changé considérablement, énormément sur le plan de la société. Сейчас я вам сообщу одну вещь, чтобы, пожалуйста, не пугайтесь. Alors je vais vous dire quelque chose, mais s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Дело в том, что ученые, биологи знают, что сегодня гормональный фон мужской снижается и происходит некоторая феминизация мужчин. Равно как и наоборот, происходит маскулинизация женщин. Les biologistes ont établi qu'actuellement, sur le plan des hormones, les hommes se féminisent. Actuellement, il y a une baisse des hormones mâles, alors que dans le cadre des femmes, il y a en revanche une sorte de masculinisation. Поэтому фраза Рахмановой, она совершенно не беспочвенна. Есть основания это говорить, что мужчины занимают руководящие посты, они устраивают жизнь по мужскому типу. Et c'est pour ça que la phrase prononcée par la députée Rahman au Soviet suprême n'est pas dénuée de fondement. L'homme agit selon le principe masculin. Мы это прекрасно знаем, когда мы приходим на стадион, например. Потому что самый лучший – это тот, кто лучше другому даст морду. Это модель. On voit cela très bien lorsqu'on va dans un stade, par exemple, assister à un match. On voit que le meilleur, c'est celui qui frappe le plus fort. Женщины гораздо более склонны к тому, чтобы договариваться. Les femmes, en principe, arrivent plus facilement à s'entendre. Поэтому я думаю, что присутствие женщин в руководящем слое администрации, политиков, может быть, это было бы хорошо. C'est pour ça que je pense que la présence de femmes dans les hautes sphères, dans les instances dirigeantes, ce serait une bonne chose. Здесь я сделаю запятую, и, как всегда, мы придем к парадоксу. Дело в том, что когда мы видим женщин, которые начинают заниматься политикой, то мы видим на этом месте маскулинизированных женщин, которые поведенчески дублируют поведение мужчин. И это довольно забавная ситуация. Mais je vais poser une virgule pour signaler que lorsque l'on voit une femme au pouvoir, très souvent c'est une femme masculinisée qui adopte les comportements masculins. Поэтому я думаю, что в сегодняшнем мире проблематика феминистическая, проблематика мужского-женского на самом деле не так важна, как важна тема нравственности, которая совершенно одинаковая должна быть и у мужчин, и у женщин. Потому что нет отдельной нравственности мужской и отдельной нравственности женской. И вот на этом поле мы абсолютно равные люди. C'est pour cette raison que j'estime que la problématique même du féminisme n'est pas fondamentale actuellement, que le plus important c'est le problème de la moralité. Il n'y a pas de morale masculine et de morale féminine, que face à la morale nous sommes égaux. Alors,
la problématique du féminisme n'est peut-être pas si présente, mais présente, elle l'est quand même dans votre littérature. Nous reviendrons sur le cas particulier de votre dernier livre, dont la parution en français chez Gallimard est maintenant imminente, qui s'appelle L'échelle de Jacob. La vieille, la grand-mère, Maroussia, est-ce qu'il n'y a pas du féminisme en elle? Et pourtant, c'est un personnage qui ne vient pas tant de la vie sociale que de votre littérature. Ou Kokotsky, par exemple, qui pourtant est un homme, dans le cas Kokotsky, dans sa lutte pour la légalisation de l'avortement. Вы знаете, дело в том, что мы все очень любим обобщение, как любое простое решение. И чем оно более широкое, это обобщение, тем больше оно противоречит с теми частными конкретными историями, которые мы видим вокруг нас. Nous aimons beaucoup la généralisation. Vous avez l'impression que c'est une solution idéale pour tous les problèmes, mais en fait, ces généralisations arrivent à une contradiction avec des cas particuliers, concrets que nous connaissons. Когда вышла здесь, во Франции, моя первая повесть «Сонечка», то я получил за нее премию Медичи. Это было абсолютное чудо, потому что я не то что на премии не рассчитывал, я даже не рассчитывал, что ее заметит кто-нибудь. Lorsque mon premier livre, la nouvelle Sonetchka, est sorti en France et a obtenu le prix Médicis, pour moi ça a été absolument inimaginable. J'étais déjà tellement contente que le livre soit traduit, je ne pouvais pas imaginer qu'elle obtiendrait un prix. И вот тогда я испытала первое нападение феминисток на себя. Оказалось, что «Сонечка» антифеминистическая книжка. Et c'est la première fois que les féministes se sont attaqués à mon œuvre. Beaucoup de féministes ont dit que Sonetchka était un livre antiféministe. Что мне никогда не приходило в голову, конечно. Ce qui ne m'était pas du tout venu à l'esprit jusque-là. Дело в том, что я вам уже сказала, что женщин в России я люблю больше, чем мужчин, они мне больше нравятся. Alors, je vous ai déjà dit qu'en Russie, les femmes me plaisent plus que les hommes. Есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что женщины в России очень несчастные женщины. Et puis il y a une autre chose, il se trouve que les femmes en Russie sont très malheureuses. Есть три причины, почему в России, во-первых, больше женщин. Значит, это первое. Это постоянные войны, которые выносили всегда больше мужчин, чем женщин. Alors il y a trois raisons pour lesquelles les femmes sont malheureuses en Russie particulièrement. Il y a d'abord les guerres qui se sont produites sans cesse et qui faisaient disparaître les hommes. Это большое тюремное население. В России очень много мужчин сидело в тюрьме, и это было в основном как раз то, что называется детородный возраст. Et puis c'est la population carcérale qui était considérable en Russie, bien sûr, et donc de jeunes hommes qui étaient arrêtés, incarcérés, et à l'âge où ils auraient pu avoir des enfants. И есть третий фактор, это знаменитый русский алкоголизм, который тоже уносит часть мужчин, пригодных к тому, чтобы с ними рожать детей, воспитывать их и вообще заводить семью. Et puis la troisième cause de la difficulté de vivre pour les femmes russes, c'est l'alcoolisme qui aussi décime la population masculine et qui oblige les femmes à élever seules les enfants lorsque le père n'est plus là. Официальной статистики не существует на этот счет, но известно, что дети обычно рождаются, мальчиков немножко больше, чем девочек. Там на 100 девочек, допустим, 102 мальчика. On sait qu'il naît un peu plus de garçons que de filles, à peu près 102 garçons pour 100 filles. C'est la biologie, les statistiques sont connues. Как правило, в любом поколении, в любой стране постепенно это соотношение меняется в пользу женщин. Mais dans chaque société, on considère qu'avec le temps, cette différence en nombre se modifie au profit des femmes. В России, поскольку нет частной статистики, нет, но в общем по приблизительным подсчетам ученых людей, это не я считаю, 35% мужчин, 35 мужчин на 65 женщин. Alors, en Russie, il n'y a pas de statistiques précises,
qui ont été publiées. Mais bon, ce que je peux vous donner comme chiffres, ce ne sont pas mes idées, ce sont des idées de scientifiques. Il y a à peu près 35 hommes pour 65 femmes. Я говорю о том возрасте, когда вообще производят детей. Je parle de femmes et d'hommes en âge d'enfanter. Хотя тенденция эта сохраняется до старости лет, и всегда у женщин в России гораздо больше средняя продолжительность жизни, чем у мужчин. В общем, с мужчинами у нас плоховато. Donc ça continue au cours de l'existence, après cette période de jeunesse. Enfin bon, les hommes, chez nous, c'est pas terrible. И здесь феминистки здесь мне могут поаплодировать на этом месте. Donc je pense que les féministes pourraient m'applaudir. Что же касается ситуации, почему я говорила о солнышке. Понимаете, в реальности огромное количество женщин совсем бы не хотели быть на месте мужчин. Je crois que, bon, je reviens un peu à Sonetchka, beaucoup de femmes russes n'aimeraient pas être à la place des hommes. И только это глобальное изменение в мире сегодня, изменение сознания людей, оно приводит к тому, что мы стоим перед новыми задачами совершенно. Мы, человечество, я имею в виду, не мы русские женщины, а мы человечество как таковое. Je pense que simplement le monde a tellement évolué, tellement changé depuis les 50 dernières années que les femmes se retrouvent dans une situation qui était imprévue précédemment. И мы стоим на этом месте, и мы ничего не можем сейчас сказать, потому что мы в процессе. Вот нужно время для того, чтобы все это понять и пройти по этому пути. Actuellement, il y a un processus qui se développe. On n'est pas arrivé à un aboutissement, donc on ne peut pas émettre de conclusions particulières. Vous parliez de la population carcérale, de la population masculine, et cela me ramène à un souvenir. Il y a 6 ans de cela, nous vous recevions autour d'un livre qui était un livre de Khodorkovsky reproduisant ces échanges épistolaires avec des écrivains russes dont vous étiez, Ludmila. Depuis Khodorkovsky a été libéré, c'était un livre, nous en avons beaucoup parlé sous un angle notamment littéraire, parce que, bien sûr, il y avait une problématique politique, les droits de l'homme, la justice et l'injustice, etc. Mais il était beaucoup question de littérature. Depuis Khodorkovsky est libre, est-ce que vous l'avez vu depuis? Est-ce que vous l'avez vu depuis? Est-ce que vous êtes toujours en correspondance, en relation épistolaire avec lui? Нет, конечно. Моя переписка с Ходорковским закончилась в какой-то момент, когда я задала ему ряд вопросов, он мне на них ответил, а дальше мне самой не захотелось задавать вопросы, потому что переписка была придумана для того, чтобы облегчить жизнь, а я боялась ему скорее навредить. Ma correspondance avec Khodorkovsky a duré assez peu de temps. En fait, c'est moi qui je lui posais des questions, il y répondait, et puis je me suis rendu compte à un certain moment que notre correspondance pouvait lui nuire, et qu'il valait mieux peut-être que je l'interrompe. И в какой-то момент я остановилась, потому что я поняла, что следующий вопрос, который я ему задам, если он мне честно ответит, то это будет против него работать. Et donc j'ai pensé que la question suivante que j'aurais pu lui poser aurait pu vraiment agir contre lui. Et j'ai préféré ne pas la poser. Pour que la réponse qu'il aurait donnée ne lui soit pas, ne lui nuise pas. Я видела его за те годы, что он освободился и живет сначала в Швейцарии, потом в Англии, по-моему, 3 раза. J'ai dû le voir 3 fois depuis qu'il a été libéré. Il est d'abord séjourné en Suisse et maintenant en Angleterre. Первая, по-моему, эта встреча была на Украине, вторая, когда он устроил на свои деньги, сохранившиеся, встречу русской и украинской интеллигенции до войны. Oui, je me rappelle, la première rencontre avec lui, ça devait être en Ukraine,
où il a financé une rencontre d'intellectuels russes et ukrainiens, mais c'était avant 2014, avant le début de la guerre. То есть Майдан еще бурлил, война еще не началась, и была эта встреча, которая была чрезвычайно, мне казалось, по крайней мере, чрезвычайно важной. C'était en début 2014, pendant les événements de Maïdan à Kiev, et la guerre dans le Donbass n'avait pas encore commencé, et il y avait beaucoup d'agitation, beaucoup de choses intéressantes qui se passaient. Мой девиз всегдашний, не в данный момент времени, а всегда, что культура выше политики. И что на сегодняшний мир сошел с ума целиком, тотально. Потому что политики считают, что культура под ними, в то время как они фрагмент культуры. La culture a toujours été supérieure à tout ce qui est politique. Et le monde de nos jours est devenu fou, puisque les dirigeants ont l'impression que leur décision de la politique est supérieure à la culture. Вот. И как раз тогда мы, в частности, встречались члены российского русского ПЕН-центра и украинского ПЕН-центра, и было это вполне, так сказать, ну, скажем, не без некоторого напряжения, но все-таки вполне была встреча партнерская, скажем так. Ce fut une rencontre de représentants du PEN Club russe et du PEN Club ukrainien, donc des intellectuels des deux côtés. Il y a eu quelques tensions, mais ce n'était pas peut-être amical, mais c'était un bon partenariat. Вскоре ситуация пошла очень плохо, и значит, начиная, собственно говоря, с этого времени отношения между Россией и Украиной ухудшались постоянно, но тем не менее все-таки мне удалось сделать небольшую серию книг, русско-украинский такой цикл. И я это сделал. Alors depuis, la situation, bien sûr, a très vite empiré, mais j'ai eu le temps et l'occasion de réaliser un cycle de livres russo-ukrainiens. Последняя книжка вышла всего 2 месяца тому назад, потому что ее очень долго делали, и она для меня чрезвычайно важна. Et le dernier livre est sorti il y a 2 mois, et pour moi, c'est un livre très important. Называется она «Русско-украинский разговорник». Ce livre s'appelle le guide de conversation historique. Русско-украинский исторический разговор. Le guide de conversation historique russo-ukrainien, que j'ai eu la chance de lire. Составители ее профессиональные историки. Один из них президент Русского вольного исторического общества, второй большой известный историк Никита Соколов. Ce livre a été réalisé par de grands savants, des historiens de très haut niveau, en particulier le président de la Société libre d'histoire de Russie. Значит, Анатолий Голубовский и Никита Соколов. Donc les deux historiens qui ont lancé ce mouvement, c'est Anatoly Golubovsky et Nikita Sokolov. Таким образом, она рассматривает узловые моменты русско-украинской истории, начиная от князя Владимира и кончая Бандерой. Donc ce livre étudie des personnalités qui ont de l'histoire russe et de l'Ukraine, en commençant par le prince Vladimir et en finissant par Stepan Bandera. Теперь самое главное. Каждая из глав, каждая из статей написана совместно русскими историками и историками украинскими профессионалами. Et chaque chapitre est consacré à un personnage historique, a été écrit conjointement par 2 historiens, un historien russe et un historien ukrainien. И оказалось, что историки картину видят совершенно, так сказать, профессионально одинаково. У них нет проблем, и им не о чем. Они могут дискутировать, но драться они не будут. Они могут обсуждать какие-то вопросы, но они находят консенсус. Et il s'est avéré que ces savants, ces historiens, ces véritables historiens, lorsqu'ils parlent de ces sujets, ne se battent pas, ils peuvent discuter, mais ils arrivent à un consensus serein. И к народной мифологии, которая призывает друг друга, постоянно сталкивает рогами, где кто наша, ваша, она абсолютно, а мифология, она и есть мифология. К истории она имеет самое приблизительное отношение. И это важная книга.
la mythologie populaire actuelle qui veut que Russes et Ukrainiens ne puissent que se battre n'a aucun fondement historique. Вот такие вот у нас истории. Якова, в общем, на моем биографическом, так сказать, материале, оба дела мои сидели, и это то, без чего мы не можем двинуться дальше в проживании нашей жизни, личной и в жизни нашей страны. Par exemple, mon dernier livre, L'échelle de Jacob, c'est un livre autobiographique qui parle de ma famille, et mes deux grands-pères ont été prisonniers. Et donc, chacun de nous a cela dans sa vie, dans l'histoire de sa famille. Поэтому я поддерживаю всех моих друзей, а у меня их много, которые занимаются судьбами заключенных. У меня есть подруга, которая собирает там из заключенных вещи, деньги тем женщинам, которые освобождаются из тюрьмы, она готовит там какие-то приданые, какую-то помощь. Je soutiens tous mes amis qui essaient d'aider les prisonniers d'une façon ou d'une autre. Par exemple, une de mes amies rassemble des colis pour les prisonniers qui vont être libérés. Поэтому я вступил в переписку с человеком, который, он через издательство мне прислал письмо, который сидит пожизненно в Эстонии, русский человек, и переписку я это поддерживаю. Это очень тяжело, должна сказать. Donc, un éditeur m'a transmis une lettre qui m'avait été adressée par un prisonnier russe qui est condamné à perpétuité et qui est interné en Estonie. Et donc j'ai décidé de le soutenir en lui écrivant, en répondant à ses lettres et en ayant une correspondance avec lui. C'est très dur. Мой друг, священник Александр Борисов, к нему на церковь приходят письма из тюрьмы, заключенных, и прихожане им отвечает, а сам отец Александр ездит раз в год в особую тюрьму, где сидят люди, осужденные по жизни. Это реалии нашей жизни. J'ai un ami prêtre, le père Alexandre Borisov, qui entretient une correspondance nourrie avec beaucoup de prisonniers et qui, une fois par an, va dans une colonie où sont internés justement des gens condamnés à perpétuité pour leur rendre visite. Наша страна себя сегодня позиционирует как христианскую страну. У меня есть некоторые сомнения на этот счет. Vous savez que notre pays se considère actuellement comme un pays chrétien. J'ai quelques doutes à ce sujet. Но в Евангелии совершенно очевидно, об этом сказаны абсолютно определенные слова, что мы должны быть милосердны и к тем, которые в тюрьме тоже. Mais une chose est sûre, c'est que dans l'Évangile, il y a des paroles qui disent que nous devons être miséricordieux, et entre autres, à l'égard de ceux qui sont emprisonnés. И поэтому для меня важна судьба Юрия Дмитриева, судьба Кирилла Серебренникова и судьба Олега Сенцова, который присужден 20 годам тюремного заключения по очень сомнительному делу. C'est pour ça que je suis solidaire avec Yuri Dmitriev, avec Kirill Serebrennikov et avec Alex Sentsov, qui a été condamné à 20 ans de prison pour des motifs vraiment très douteux. Alors donc nous sommes là dans le champ de ce qu'il est convenu d'appeler l'engagement. Écrivain engagé, Ludmila, vous l'êtes, mais pour autant vos livres ne sont pas des livres engagés, au sens où ce ne sont pas des livres militants, à l'exception peut-être, encore est-elle discutable, de votre roman Chapiteau vert. Ma question c'est, que dites-vous aux auteurs, et ils sont, comme vous le savez, nombreux en Russie, qui refusent la notion d'engagement? Est-ce que vous leur dites que c'est leur droit, que chacun fait comme il le sent, ou est-ce que vous leur dites au contraire que l'écrivain est une conscience et que cette conscience doit parler, comme au temps de Herzl? Ну, вы знаете, во-первых, я не считаю себя ангажированным писателем. Я ничего не заказывал никогда в жизни. Я ни разу в жизни ничего не сделал под заказ. Я всю жизнь, я счастливый человек, который всю жизнь делал ровно то, что он хочет, и никогда не делал того, чего я не хочу. J'ai la chance de ne jamais avoir rien fait sur commande. Depuis toute ma vie, je n'ai fait que ce que je voulais.
Я думаю, что писатель никому ничего не должен, имеет право делать ровно то, что он хочет. Je pense qu'un écrivain ne doit rien à personne. Il a le droit de faire exactement tout ce qu'il souhaite. Ну, вы знаете, есть такое два слова, они очень близки в русском языке. Это служба и служение. Они противоположного смысла. Alors, il y a deux termes russes que je vais essayer de traduire différemment, qui sont très proches de la même racine, la racine du verbe servir. Служба, le fait d'être au service, et служение, le fait d'être servir d'une manière servile, la servilité peut-être. Вот. И это очень существенно, потому что я вполне понимаю, что можно служить, например, в больнице, быть врачом. Служить врачом. Je pense qu'on peut servir en tant avec son métier, par exemple dans un hôpital en étant médecin. Между тем, работа врача, если в ней нет элемента служения, то есть отдачи себя, она делается жесткой и бессмысленной. Et donc on peut avoir une activité de service, mais il faut aussi être capable de se mettre au service. Et un médecin doit être capable de se mettre au service des autres. Да, но эта ситуация достаточно понятная, она нам всем понятна. С писателями сложнее. Pour les écrivains, c'est plus compliqué. Поэтому, как говорил в свое время Мао Цзэдун, Comme disait en son temps Mao Tse-tung, пусть расцветут 100 цветов. que 100 fleurs se mettent à fleurir. Ну, после того, как цветы расцвели, он так немножко их подрезал, конечно. Началась культурная революция. Bien sûr, après l'épanouissement de ces fleurs, il a fallu les couper un peu, il y a eu la révolution culturelle. Ну, я предпочитаю, чтобы литература была вне идеологической, чтобы она была о трех важных темах в жизни. Mais je préfère quand même que la littérature soit en dehors de l'idéologie et de la politique, qu'il y ait 3 sujets essentiels. Это жизнь, смерть и любовь. La vie, la mort et l'amour. À ce propos, je pense au statut de l'écrivain. Un poète russe, récemment disparu, Evgeny Evtushenko, disait « En Russie, un poète, c'est plus qu'un poète ». Est-ce que vous pourriez le paraphraser en disant « En Russie, un écrivain, c'est plus qu'un écrivain ». Вы знаете, я думаю, что эта легенда можно считать исчерпанной. Je pense qu'on peut considérer que cette légende est un thème épuisé déjà. Действительно, Россия страна литературоцентрическая. И центр литературы, центр культуры. La Russie est un pays donc centré sur la littérature. Да. И опыт самого Евгения Евтушенко в этом смысле совершенно роскошный. Он собирал стадионы, когда он был молодой. Et c'est vrai que l'expérience de Yevgeny Evtushenko était vraiment impressionnante, puisque tout jeune poète, il rassemblait des foules dans un stade pour écouter de la poésie. Я думаю, что сегодня нет таких поэтов, которые бы собирали стадионы, как это было с Маяковским или с тем же Евтушенко. Вот. И сужается все время аудитория, к которой писатель обращается. Je pense qu'aujourd'hui, un poète ne remplirait pas un stade comme le faisait Mayakovsky ou Evtushenko. Je pense que le public de la littérature devient de plus en plus limité. Есть такая цифра, которая совершенно меня восхищает. Дело в том, что в мире людей, которые читают книжки, сейчас я вас удивлю, 7%. Il y a un chiffre qui m'enchante. On dit que dans le monde, il y a à peu près 7% de la population qui lit les livres. Я подозреваю, что среди них тех, которые читают книжки, которые нравятся мне, которые условно я называю серьезные, от этих 7% еще 7%. Et j'ai l'impression que les gens qui aiment les livres que j'aime, les livres que j'écris qui m'intéressent, ça représente à peu près 7% de ces 7%. По этой причине я обожаю моих читателей. C'est pour ça que j'adore mes lecteurs. Меня спрашивают, а вот как там французские или немецкие, или там
какие-то читатели, вы знаете, ко мне приходят всегда одни и те же люди. Я их узнаю. Это педагоги, это врачи, это люди того среднекультурного уровня, среднего слоя, к которому я сама принадлежу. И со всеми ими, вне зависимости от общности языка, я могу пить чай. Et on me demande souvent qu'est-ce que je pense de mes lecteurs allemands ou de mes lecteurs français. Je dis que quel que soit le pays, les gens qui lisent mes livres, ce sont des enseignants, des médecins, enfin des gens de la classe moyenne et des gens avec lesquels je pourrais prendre une tasse de thé ou boire un verre de vodka. Вот поэтому статус писателя все время снижается, и статус читателя вообще перестает быть чем-то важным. Вот. Но тем не менее, пока что это пространство существует, мы в нем живем, и нам хорошо в нем. C'est pour ça que le statut de l'écrivain devient de moins en moins éblouissant. Et on ne peut même pas parler de statut du lecteur. Mais pour le moment, nous vivons dans un espace qui nous convient et nous survivons. La question suivante est une question de géographie littéraire. Vous êtes, Ludmila, moscovite, non pas de naissance, mais de statut, de cœur. Connaissez-vous bien votre pays? Est-ce que vous l'avez beaucoup parcouru? Tchekhov, par exemple, a ressenti le besoin de le traverser pour voir Sakhaline. Quelle serait votre Sakhaline à vous? Et question subsidiaire, êtes-vous... Я всю жизнь прожила в Москве, начиная с 9 месяцев. Je suis arrivée à Moscou à l'âge de 9 mois. Первые 9 месяцев я прожила в месте, где я родилась, это на Урале, деревня Давлеканово. Donc je suis née dans un village de l'Ural, mais bien vite j'ai rejoint Moscou. Моя мама была в эвакуации. Maman, en 1943, se trouvait en évacuation dans le Val. Donc je me considère comme moscovite. У меня сложные отношения с городом Москвой. J'ai des relations difficiles avec Moscou. De temps en temps, je la déteste. Иногда я понимаю, что я ему принадлежу, он принадлежит мне, и никакого другого города в моей жизни нет такой важности. Mais à d'autres moments, j'ai l'impression que cette ville m'appartient et que je lui appartiens, et qu'il n'y a aucun autre lieu qui puisse être pour moi plus important que Moscou. Нашему поколению удивительно повезло. Дело в том, что я жила более-менее в центре Москвы, и это была деревня. Notre génération a eu beaucoup de chance. J'ai toujours vécu plus ou moins au centre de Moscou, et c'était un peu comme un village. Это был двор с землей. Il y avait une cour arborée avec des fleurs, de la terre. Где мы жили в приличном флигеле, который когда-то принадлежал хозяину большого соседнего дома. Donc nous vivions dans une dépendance d'un immeuble où vivaient sans doute les propriétaires de ce grand bâtiment. C'était bien sûr à ce moment-là un appartement communautaire. А еще во дворе было 3 барака, где жили люди, приехавшие после войны, в основном не московские, очень бедные. Et puis dans la cour, on avait construit 3 baraquements où vivaient des gens qui étaient arrivés à Moscou après la guerre, des gens très pauvres. В центре двора стоял стол. Dans le centre de cette cour jardin, il y avait une table. На котором мужики, из которых половина была инвалидов, кто без ноги, кто без руки, после военной годы, играли в домино. Et donc, assis à cette table, des hommes qui, pour la plupart, étaient handicapés ou bien ils n'avaient qu'une jambe ou qu'un bras, ils passaient leur journée à jouer au domino. Et pili водку, когда их выгоняли из дома жены. Et puis aussi, ils se retrouvaient là pour boire de la vodka ensemble quand leurs femmes les chassaient de chez eux. На этом же столе ставили гроб, когда умирал кто-нибудь из жильцов этого дома. Et puis, quand l'un des habitants de l'immeuble mourait, c'était sur cette table qu'on posait le cercueil. То есть это был социум очень интересный. В нем были следы деревенской жизни.
Donc c'était une société intéressante parce qu'il y avait à la fois des traces de société traditionnelle, campagnarde, rurale. А между тем, рядом уже строили метро, это было, 15 минут от совсем центра, от Тверской улицы, от улицы Горького, 10 минут хода. Et c'était juste à côté, on construisait déjà le métro. Et c'était vraiment tout près du centre, à 10 minutes de la rue qui s'appelle maintenant Tverskaya et qui s'appelait à ce moment-là rue Gorky. Бабушкины сестры жили в Крыму. Mais les sœurs de mes grands-mères, mes sœurs habitaient en Crimée. Я обожаю Крым. J'adore la Crimée. Сейчас заплачу. Je crois que je vais pleurer. Вот. И понимаете, если бы я себе выбирала родину, вот место, где родиться, то это был бы Крым. Si on pouvait choisir l'endroit où on va naître, j'aurais choisi la Crimée. Я его хорошо знаю, я провела в нем детство, молодость. J'ai passé toutes mes vacances d'été, enfant, adolescente. И уже не проведу старость, потому что он очень испортился. Mais je sais que j'y политические, в данном случае это не политические аспекты, а социальные. Мир меняется плохо. Je sais que je n'y passerai pas la vieillesse parce que la Crimée a changé, pas tellement sur le plan politique, c'est pas ça que je veux parler maintenant, mais sur le plan social, il y a eu une dégradation. Вот это по части разъездов по стране. Вот для меня, когда есть возможность куда-то поехать вот, по стране, то хочется мне всегда поехать в Крым. Et c'est vrai, vous évoquiez des voyages à travers le pays. S'il y a un endroit où j'ai toujours envie d'aller, c'est la Crimée. Когда я была еще генетиком, то я занималась, объект исследований был муха дрозофила, как вы. Lorsque j'étais encore généticienne, je travaillais sur les mouches drosophiles. А мухи дрозофила живут на винных заводах. Et il se trouve que les mouches drosophiles, on en trouve beaucoup dans les endroits où on fabrique de l'alcool. И поэтому я ездила в командировки на винные плодовые заводы и собирала там мух. Et donc j'essayais de récupérer des mouches dans ce qu'on appelle en russe usine de vin, donc production d'alcool. И в связи с этим поездки мои были обычно в южные районы, то есть там, где производят эти самые. Поэтому я была достаточно много на Кавказе, в Молдавии, вот в тех местах, где виноград растет и вообще какие-то. Donc j'ai surtout voyagé dans les régions plutôt du sud où pousse la vigne parce que justement j'avais besoin des endroits où il y avait la vinification qui était réalisée. На север России я не ездил. Je ne suis pas allée dans le nord de la Russie. Но у меня, je suis allée en Moldavie, dans le Caucase, donc en Crimée. Но у меня был в Москве в жизни такой трехлетний эпизод, когда я работала заведующей литературной частью театра. Mais il y a eu dans ma vie une période où j'ai travaillé dans un théâtre où je m'occupais de tout ce qui concernait tout l'aspect littéraire de la vie du théâtre. Это был самый театральный театр из всех возможных, потому что там все играли роли. Профессионалов там не было вообще. C'était le théâtre le plus théâtral du monde parce que tout le monde y jouait un rôle, il n'y avait pas d'acteurs professionnels. Дело в том, что это был еврейский театр. C'était le théâtre juif. А еврейского театра, еврейского языка к этому времени никто не знал. Et à ce moment-là, personne ne connaissait plus le yiddish. Значит, поэтому у нас с актерами, со всеми, потому что никто не знал языка. Et il y avait encore dans la troupe deux acteurs qui avaient travaillé avec Mir Hoels, qui dirigeait le théâtre israélite avant 1948. Et ces gens-là apprenaient le yiddish aux jeunes acteurs. Театр работал в Москве. Ce théâtre était à Moscou. А приписан он был к республике, как это, автономной области Биробиджан. То есть там документы его лежали там. Le théâtre donc, se trouvait à Moscou, mais officiellement il dépendait du territoire autonome du Biробиджан, de la République juive. И вот в Биробиджан я добиралась. Et donc je suis allée 2 fois jusqu'au Biробиджан, qui est au bout de la partie asiatique.
Но это вообще Дальний Восток, между прочим. C'est vraiment l'extrême-orient soviétique. Так что вот это крайняя точка моей, так сказать, моих разъездов. Очень смешная, особенно принимая во внимание, что я была заведующей литературной частью театра, языка которого я не знал. Et donc, c'est voilà, le voyage le plus lointain que j'ai fait dans mon pays, au Azerbaïdjan, que j'ai fait 2 fois. Et ce qui était extraordinaire, c'est que je m'occupais de tout ce qui était littéraire dans un théâtre qui, en principe, jouait dans une langue que je ne connaissais pas. Вот что же касается моих писательских поездок по стране, то они очень мало чего дают с точки зрения узнавания мира, в котором ты живешь. En ce qui concerne les voyages que j'ai fait à travers le pays en qualité d'écrivain, en fait, ils donnent très très peu de choses, ils m'ont très peu apporté pour comprendre les régions où je me trouvais. Приезжаешь в город Новосибирск на самолете, вечером у тебя вечер, ты его отрабатываешь, а утром ты садишься в самолет и едешь дальше. Поэтому город ты практически не видишь. Par exemple, j'étais reçue à Novosibirsk, donc j'arrivais en avion, et puis le soir il y avait une rencontre avec les lecteurs, je la faisais, et le lendemain matin je reprenais l'avion. У каждого человека есть свое представление о далекой загранице, ну, особенно у русского человека, который жил в советские времена. Pour les soviétiques, chaque personne avait sa vision de l'étranger lointain. Для меня таким идеалом отъезда был остров Крит. Мне почему-то казалось, что туда Pour moi, la Crète était une sorte d'idéal d'un étranger où j'irais peut-être un jour. Уже совершенно взрослым человеком, уже все занавесы железные рухнули, я попал на Крит. Mais finalement, je suis allée en Crète, j'étais déjà vraiment quelqu'un de très mûr. Как всегда, пусть лучше ваши мечты не сбываются. Mais vous savez, les rêves se réalisent rarement. Потому что, конечно, там в 4 часах плавания от Крита есть остров Санторини, и я туда попала, который превосходил Крит по своей невероятной, по полному невероятию всего. Извините, язык, наверное, трудно перевести. Parce qu'après à peu près 4 heures de bateau de la Crète, il y a l'île de Santorin, et qui est 100 fois plus belle, qui est émerveilleuse, et c'est ça qui m'a marqué. Вот что же касается города Парижа, куда я попала первый раз в 1991 году, Pour ce qui est de Paris, où je suis venue pour la première fois en 91, то я должна вам сказать, что первый мой приезд меня оставил совершенно холодной. je dois reconnaître que cette première venue m'a laissée tout à fait indifférente. У меня было ощущение, что я хожу между открытками. J'avais l'impression de marcher de carte postale en carte postale. Вот это ощущение, что я никак не могла найти с ним общего языка. Je n'arrivais pas à trouver quelque chose, un langage commun avec ce que je vivais. Да, и, наверное, только, может быть, с 3-го раза я начала радоваться ему, этому городу, поняла, что надо с ним быть попроще. Et je crois que c'est seulement à mon 3e voyage que j'ai réussi à éprouver du plaisir à être ici et à comprendre qu'il fallait être un peu plus simple. Да. И тогда тебе делается легче, ты можешь с ним общаться, взаимодействовать и даже любить. Ouais, à ce moment-là, je pouvais communiquer avec Paris simplement, interagir avec Paris et aimer Paris. Alors à ce propos, pardonnez-moi, à ce propos de Paris, est-ce que êtes-vous francophile? Êtes-vous francophile culturellement? Je suis plutôt pessimiste sur ce chapitre. J'ai l'impression que la culture russe n'est plus francophile et qu'elle a enterré la francophilie avec son dernier représentant qui était Ilya Ehrenburg. Qu'en pensez-vous? Вот эта тема такая огромная, просто поговорить. Начиная с того, что дочка Эренбурга была моей любимой подружкой. Ирина, подружка-старушка, мы жили в одном подъезде много лет. Я гуляла с ее собачкой. Je connais très bien la fille d'Ehrenburg, Irina, qui était ma voisine
promenait son chien. Пользовалась библиотекой Оренбурга, когда мне что-то было нужно. Et j'avais la chance de pouvoir fouiller dans sa bibliothèque si j'avais besoin d'un livre. И более того, вот сейчас я уезжал, у меня на столе лежит томик Тынянова, который я взяла у потомков этой семьи, у Ирины Щипачевой, которая внучка Ирины Эренбург. То есть у меня, вы сказали Эренбург, и я сразу затрепетал. Les relations se poursuivent avec cette famille. Là, j'ai quitté Moscou et j'ai laissé sur mon bureau un livre de Tenianov que j'ai emprunté à la petite fille qui s'appelle aussi Irina, de la fille d'Erenburg. Вот я должна признаться, это, конечно, не улучшит моей репутации, что я итальянофил. Je dois avouer, je sais que ça ne va peut-être pas arranger ma réputation, mais j'aime l'Italie. Вот. И я последние годы довольно много времени провожу в Италии, и она меня все более и более очаровывает. И, в общем, насчет франкофильства поставим знак вопроса. Au cours des dernières années, je passe de plus en plus de temps en Italie. L'Italie me charme de plus en plus. Et pour ce qui est de la francophilie, on va mettre un point d'interrogation. Боюсь, что развод между русской и французской культурой уже произошел. J'ai peur qu'il y ait déjà eu une rupture, un divorce entre la culture française et la culture russe. И произошел он даже не, думаю, что даже, может быть, в начале 20 века, может быть, в конце 19. Et je pense même cette rupture a eu lieu au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe. И вот эта стрелка, которая все время нас держала в направлении Франции, русскую культуру, она начала колебаться и перемещаться. Je pense qu'il y avait une aiguille sur la boussole qui nous entraînait toujours du côté de la France, et maintenant elle a commencé à aller dans une autre direction. Это очень хороший вопрос, я очень благодарна за него. Он как бы дает возможность подумать, потому что там тема очень важная. C'est une question très intéressante parce que je vous remercie beaucoup de l'avoir posée parce qu'elle me force à réfléchir à tout cela. Я думаю, что здесь чрезвычайно важна система образования, которую приняла Россия, а это была прусская система. И вот по сей день вот русские школы, российские школы, они все еще продолжают работать по тому прусскому образцу, который был в конце XIX века введен, когда вообще всерьез тема образования поднялась. Je pense que cela est dû au fait que le système de l'éducation, de l'éducation nationale en Russie, qui a été institué à la fin du XIXe siècle et qui ensuite a été plus ou moins maintenu, c'est le système prussien. На французскую культуру, на французский язык всегда была ориентирована аристократия, а то, что мы сегодня называем техноинтеллигенция, техническая, они были ориентированы на Германию. Я сейчас не о политике говорю. Et c'est vrai que l'aristocratie donc, était passionnée par la culture française, mais que tout ce qui concerne les sciences, la technique, ça a toujours été plutôt orienté vers l'Allemagne. Сейчас я скажу вещь странную, но я все-таки ее скажу. Je vais dire quelque chose d'étrange, mais je vais quand même le dire. Дело в том, что, конечно, стрелка качнулась в послевоенное время в англоязычному миру. Donc je pense bien sûr qu'après la guerre, l'aiguille a commencé à se diriger vers les pays anglo-saxons. Науки, технологии, все были. Parce que science et technologie étaient là-bas. Да, почему странно? Потому что у нас сейчас главный враг это Америка, и вообще они хотят нас поработить, унизить и убить. Но, понимаете, в сущности все-таки при этом Макдональдс и всякие прочие сникерсы и кроссовки, и вот этот поп-слой, мы повторяем американский, мы свой не придумали. И французы тоже своего не придумали. On dit qu'actuellement, les Américains sont nos pires ennemis, qui veulent donc nous humilier et nous faire disparaître, mais il faut dire que dans la vie courante, la culture américaine est présente en Russie largement. Bon, McDonald's, Snickers, les chaussures Nike, etc. Et je crois que la France aussi est un peu victime de ça. И это вещи не политические, они культурологические. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit simplement de culture. Il y a 6 ans, quand nous vous recevions,
et que je vous posais la question traditionnelle de vos projets, vous nous avez donné une réponse très mystérieuse. Vous nous parliez de la découverte dans votre famille d'une valise, d'une malle, ou je ne sais plus, avec dedans 500 lettres, écrites entre 1911 et 1937. Et que de cette malle, disiez-vous, vous alliez sortir un livre. Ce livre, le voici. Il s'appelle L'échelle de Jacob, dont la parution en langue française chez Gallimard est maintenant imminente. Donc ce propos peut-être pour vous mettre un peu en appétit. Or ce livre, ce ne sont pas des mémoires. Il ne s'agit pas non plus d'un livre de prose documentaire. Il s'agit d'un roman. Et dans ce roman, les Oulitzky sont devenus les Ossetsky. On retrouve vos grands-parents, votre grand-père, Jacob, votre grand-mère, Maroussia. La question qui m'intéresse, c'est que cette malle, cette valise, vous l'avez transformée en roman. Pourquoi? Est-ce que la malle n'était pas déjà en soi un roman qu'il aurait suffi de mettre en livre pour faire une œuvre? Не, я думаю, что я поступила правильно. Donc, je crois que j'ai eu raison. Причем, вы знаете, произошла очень интересная история. Значит, вот найдя эти письма, прочитав их и очень сильно пережив всю эту историю, увидев очень многие вещи, которые мне были прежде неизвестны, поняв кое-что, и обнаружив большое количество скелетов в шкафу, я решила, что надо написать нам. En fait, une fois que j'ai lu toutes ces lettres, que j'ai appris des tas de choses que j'ignorais totalement, une fois que j'ai trouvé tous ces squelettes qui avaient été dissimulés dans le placard, je me suis dit qu'il fallait absolument écrire quelque chose. Но эта книжка, она оказалась таким триггером, потому что, поскольку я все время говорю, и давно уже говорю, до этой книжки говорила, пишите, пишите, это душеполезное занятие. Это очень полезно терапевтически, психически, как угодно. Когда человек пишет, это очень важно. J'ai toujours dit qu'il fallait écrire, que c'était très bon pour la santé. C'était une façon de se libérer et d'avancer. Donc je crois que c'est vraiment important. Я точно знаю, что сотни людей начали писать семейные воспоминания, прочитав эту книжку. Et moi, je suis sûre qu'après avoir lu ce livre, des centaines de personnes ont commencé à rédiger des souvenirs concernant leur famille. Некоторые мне присылают, я говорю, нет, спасибо, не надо. Alors certains m'envoient leurs souvenirs, je dis, c'est pas la peine, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Поэтому я думаю, что в этом смысле книжка хороша тем, что она все-таки заставляет человека подумать о том, что, может быть, есть что-то такое, что важно рассказать тем, кто будет после нас, там, внукам, правнукам. Et je pense que c'est important, justement, que ce livre fasse penser aux gens que ça vaut la peine d'écrire pour laisser à ses enfants, à ses petits-enfants, à ceux qui viendront après nous, les souvenirs de ce qu'a été la vie de la famille. Пару месяцев тому назад в России вышла книжка замечательного поэта и писателя Марии Степановой. Она называется «Памяти памяти». Alors, il y a 2 mois, à Moscou, et il y a un nouveau livre de Maria Stepanova qui est sorti, qui s'appelle «Памяти памяти». Ну, как бывает память Сталина, вот это «Памяти памяти». La mémoire et la mémoire. Значит, она не сделала романа из того, из чего я сделала роман. Но это замечательная книга, семейные документы, размышления сегодняшнего человека о жизни 3 поколений позади. Alors c'est un livre qui est différent du mien dans sa structure, parce que ce sont les réflexions de quelqu'un d'aujourd'hui sur la vie des 3 générations qui l'ont précédé. В России очень короткая память у всех, потому что очень много было вещей, которые скорее надо было забыть и не знать, а лучше не знать. Les gens ont la mémoire courte en Russie, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il valait mieux oublier ou même ne pas savoir. И вот это сознательное желание не помнить,
оно привело к тому, что люди сегодня очень искаженные. Они действительно про вчерашний день ничего не знают. Это очень плохо. Et donc ce désir de ne pas se souvenir fait que les gens actuellement ne savent rien sur le passé. Вот. И если даже эта книжка хотя бы послужит только импульсом к тому, чтобы человек подумал о том, что было за его спиной, а впереди еще что-то предстоит, и что-нибудь напишет о своих предках, это будет уже хорошо. Et je me dis que si ce livre sert au moins à pousser certains lecteurs à réfléchir à ce qui s'est passé avant leur venue sur Terre et à écrire sur ce passé, ça sera une bonne chose. Это довольно трудно. Это отчасти даже страшно. C'est assez difficile, c'est même assez terrible. Но мне кажется, что это нужно. Mais je crois que c'est nécessaire. Je vous propose, puisqu'il nous faut penser à conclure, je vous propose de vous livrer à un petit jeu, à un jeu de questions-réponses en mode blitz. La règle du jeu est la suivante. Je vous donne un nom, et c'est un nom décliné au féminin, qui compte dans la société ou dans la culture russe. Et vous me répondez par un mot, un commentaire, une phrase. Le tout en blitz. По-моему, он феминист. C'est un féministe. En tout cas, homme, je suis, mais chère madame la généticienne, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas en moi le gène du putsch. Premier nom, Anna Odinsova. De Tourgueniev, non? Anna Karenine. Красная сумочка. Le sac rouge à la main. Это невыносимо. Вот эта красная сумочка, с которой она стоит около поезда, которая она бросится. Le petit sac rouge qui se trouve à côté qu'elle a à côté du train quand elle va se jeter sur la main. La grande féministe, aristocrate, bolchevique, quoi d'autre encore? Alexandra Kollontai. Ой, даже стыдно говорить. По-моему, единственное сведение, которое у меня есть, что она была любовницей Ленина. Alors, aussi à son sujet, c'est qu'elle était, semble-t-il, la maîtresse de Lénine. À ce propos, un autre nom, Nadezhda Krupskaya.